Il a cherché dans la littérature médicale ce que les gens avaient raté. En d'autres termes, ce que les gens voyaient sans voir. C'est vraiment un cerveau universel et c'est bien dommage que ces travaux restent comme ça dans l'ombre. Il remettait en cause tout le paradigme de tous nos universitaires. Ça circulait même aux États-Unis, etc. La cellule est considérée comme un élément qui passe par deux phases. Une phase fonctionnelle qui singularise la cellule, c'est-à-dire au moment où elle présente ses inclusions caractéristiques de sa fonction, on peut être cellule gastrique, pancréatique, dermique ou tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Donc elle a les inclusions spécifiques. À un certain moment, cette cellule qui travaille, qui est donc fonctionnelle, qui est ouvrière si l'on peut dire, se dédifférencie, c'est ce qu'on appelle la dédifférenciation prémitotique, c'est-à-dire qu'elle perd avant sa division les caractères qui caractérisent sa fonction, elle se simplifie, puis la division se fait, et puis ensuite ça recommence, elle recommence à reprendre ses inclusions et ainsi de suite. C'est du moins ce qu'on croyait à l'époque. C'est ce qu'on croyait. C'est ce qui était enseigné, c'est le fondement même, si vous voulez, de la physiologie cellulaire. Autrement dit, elle a un double cycle, elle est en même temps fonctionnelle, c'est-à-dire ouvrière, et en même temps génératrice. C'est-à-dire souche, si l'on peut dire, d'autres cellules. C'était faux. Au début des années 50, le docteur Gernez découvre les cellules souches. Il reçoit une distinction internationale le 17 juin 1979, la médaille Hans Adalbert Schweigart, pour sa découverte de la théorie unifiée du cancer. Il reçoit à nouveau une médaille d'or le 17 novembre 2007 au Sénat Palais du Luxembourg. Et c'est au même endroit qu'il recevra cette fois la Grande Médaille d'Or en octobre 2012. Lorsqu'on a fait la corrélation entre la théromatose et la cancérisation, ce qui apparemment n'a aucun rapport entre une cancérisation et la théromatose, on se dit, tout le monde sait que la théromatose, c'est qu'il y a des substances inertes, du cholestérol, de ceci, de cela. Donc le primum movens, c'est le dépôt de substances inertes qui finit par bloquer, par boucher une artère. En fait, c'est pas vrai du tout. Ça, c'est un phénomène secondaire. Le primum movens, qui est tout à fait à l'origine, c'est une dégénérescence des fibres musculaires lisses de la média. L'artère a trois couches, si vous voulez. La média, c'est une couche musculaire qui permet au vaisseau de se contracter ou de se dilater, et ainsi de suite. Et c'est une dégénérescence des vaisseaux qui initie le processus athéromateux. Quand notre groupe, le groupe NIOUS de l'époque, nous l'avons défini non pas parce que comme une donnée nouvelle, c'est toujours la même chose. On est parti d'une donnée absolument classique. On a exposé celui qui était l'autorité à l'époque, qui était le professeur Miliez. Et j'ai reçu la lettre la plus brève que j'ai jamais reçue de ma vie. Un carton. Alors je disais, monsieur, voilà, mon petit groupe de biologie provinciale, n'est-ce pas, vous envoie ça, parce que nous considérons qu'il y a une disparité, une discrepancy, comme disent les Anglais, entre deux données, et la véritable donnée, à notre sens, n'est-ce pas, c'est la donnée histologique qui veut que ce soit dégénératif au début, et que ce soit donc cousin germain, sinon une cancérisation des cellules musculaires lisses
de la paroi moyenne, on vous envoie ça. Si vous considérez que ça n'a pas de valeur, vous le mettez à la poubelle, n'est-ce pas? Et si vous considérez, vous en ferez ce que vous pensez. Puis c'est tout. Ça ne demandait même pas de réponse. C'était une étude qui lui était envoyée. Parce qu'on considérait que c'était un devoir de le dire, parce qu'on constatait ce fait-là. Et j'ai reçu cette lettre, et c'était marqué de sa blanche main, « C'est extraordinaire ». Et signature. Après, bien sûr, il a pris contact, mais c'était extraordinaire. Et il a fallu, et alors tout Méliès qu'il soit, tout introduit dans et ainsi de suite, il n'a pas pu publier comme il voulait. Et son dauphin, qui était le professeur Lagrue, qui était parmi les directeurs de la presse médicale française, la revue La Presse médicale, qui est la Bible, si vous voulez, en matière de médecine, eh bien, tout directeur qu'il fut, il n'a pas pu publier dans la presse médicale, non plus dans sa propre revue. Tout ça a été publié, donc, et rendu, parce que ça a été publié dans Objectif Santé, édité chez Malouine par Méliès, puis ensuite repris par le professeur Lagrue, et ainsi de suite, puis c'est devenu international, et au congrès de Kyoto, explosion dans les connaissances fondamentales. C'est le fameux, ça c'est le gros titre du quotidien du médecin, explosion des connaissances fondamentales dans la théromatose. C'était le congrès qui se tenait sur la théromatose à Tokyo. À Kyoto. À Kyoto. Très longtemps que nous pensons que ce dépistage systématique du cancer du sein vient d'une part très tardivement, parce qu'on ne dépiste pas un cancer du sein au début de son évolution, mais quand il en a déjà fait à peu près les 3/4, en pratiquant des radios systématiques tous les 2 ans. Mais donc, on ne fait pas de prévention du cancer du sein, on fait du dépistage qu'on dit précoce et qui est en fait tardif. C'est une première chose. Deuxième chose, en irradiant des femmes pour leur faire cette mammographie, ces mammographies systématiques répétées tous les ans, on irradie leur sein, on appauvrit le parenchyme, on détruit un certain nombre de cellules souches qui pourraient évoluer normalement, et par conséquent, à terme, on favorise l'apparition d'un cancer du sein. Alors le matraquage publicitaire qui en est fait est évidemment sujet à caution. D'ailleurs, dans ce dépistage systématique est remis en cause dans d'autres pays, comme l'Australie par exemple, où on ne le pratique plus de manière systématique. Le dépistage systématique des cancers, quels qu'ils soient, cancer du sein, cancer de la prostate et autres, relève un grand nombre de cellules cancéreuses qui sont découvertes qui n'auraient jamais évolué. En effet, à partir de la cinquantaine environ, et même avant, nous fabriquons journellement un grand nombre de cellules dysplasiques, cancéreuses, qui, dans la compétition qu'elles ont avec les cellules saines, orthoplasiques, sont défavorisées et par conséquent seront éliminées d'elles-mêmes. Néanmoins, si
on les recherche et qu'on les trouve, on traite les gens, on leur fait des traitements qui sont forcément lourds, avec intervention chirurgicale éventuelle, radiothérapie, chimiothérapie, dont on connaît la lourdeur et les difficultés. J'en prends pour témoin une expérimentation néo-zélandaise où le dépistage du cancer du col utérin par frottis cervical systématique sur toutes les femmes a démontré de façon indubitable qu'il y avait 3 fois plus de cellules cancéreuses que de dégénérescence cancéreuse chez les mêmes femmes. Et par conséquent, on a stoppé ce dépistage systématique parce que on s'est rendu compte qu'on traitait, voire on mutilait, un nombre important de femmes qui n'auraient jamais déclenché ce cancer du col utérin. Actuellement, il y a entre 150 et 175 000 cas de cancer dépistés en France chaque année. Si l'on cherchait les cellules cancéreuses chez tous les individus, on en trouverait beaucoup plus. Ce qui fait qu'on peut dire que la cancérisation est exceptionnelle, mais que la carcinogénèse est permanente.